Bonjour à tous. Donc, on va attaquer maintenant la partie sur la régression de Poisson. Alors, avant de commencer la régression de Poisson, je vais peut-être juste revenir sur euh, des petites considérations un peu générales sur le modèle de Poisson. Ok, plus généralement sur les modèles de comptage, parce que ça nous servira en particulier pour la suite, quand on abordera, je pense, l'exposition, les notions de variable offset et tout ça. Ok, donc, euh, je suis désolé pour les rappels un petit peu ancien, mais voilà, la régression de Poisson, elle est quand même très utilisée dans pas mal d'applications, et en particulier, elle apparaît historiquement pour la modélisation ce qu'on appelle la loi des petits nombres, c'est-à-dire les événements qui sont euh, rares, mais pas trop, d'accord, donc qui peuvent survenir avec une probabilité assez faible. Euh, donc, ce qu'on espère, c'est quand même avoir beaucoup d'observations, donc c'est pour ça non plus que ce ne sera pas si rare que ça, mais au niveau individuel, c'est des probabilités pas très élevées. D'accord. Donc, c'est ce que j'entends par le fait que la probabilité est en lambda sur n. D'accord. Donc, on a ce genre de choses. OK. Donc, on a pas mal de résultats de proba qui nous disent que quand on a un modèle de type binomial, le modèle binomial va être très proche d'un modèle de type Poisson, en fait. C'est que si jamais j'ai un n qui est relativement grand, si jamais j'ai un p qui est relativement petit, ben dans ces cas-là, on peut montrer que le modèle Bernoulli, enfin, le modèle binomial, est très bien approché par un modèle de Poisson. Et ça nous intéresse beaucoup parce qu'en fait, c'est très classique en assurance. Si on pense à l'assurance d'essai, c'est de dire dans un portefeuille, on a 1000 personnes de 85 ans. Leur probabilité de décès, elle est faible, mais pas trop non plus. Et donc, on peut approcher le nombre de décès par une loi de Poisson. D'accord. Donc, on va avoir ce genre de choses. Je n'aurai pas le temps de faire les applications sur la mortalité prospective, mais le modèle de Poisson est très utilisé, même si on sait bien que le modèle qui marcherait le mieux serait un modèle binomial, okay, puisque la taille du portefeuille est donnée, donc je peux avoir non plus des nombres de décès qui sont infinis. Okay. Mais en fait, le modèle de Poisson marche très bien, en tout cas en première approximation. Et de manière générale, ça marcherait pour les accidents. Donc, je vais juste vous montrer ce que veut dire cette approximation. Une application de ce théorème, c'est le dessin qui est à droite. Euh, je pourrais vous mettre le lien vers l'article que j'avais écrit sur le sujet, sur la petits nombres, mais c'est de dire si jamais vous avez un damier avec 100 fois 100 cases, okay, vous lancez une centaine de pièces et que vous comptez combien il y a de pièces dans chacune des cases, vous obtenez la distribution qui se trouve euh, euh, au centre, donc c'est la fréquence empirique. Okay. Donc il y a 36 cases pour lesquelles il y a 0 euh, pièces. Okay. Il y en a 39 dans lesquelles j'ai une seule pièce. Il y a 16 cases dans lesquelles j'ai 2 pièces. 7 cases dans lesquelles j'ai 3 pièces. 2 cases dans lesquelles j'ai obtenu 4 pièces, etc. Okay. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que quand on regarde cette fréquence, elle est très très proche de ce que me donne la fréquence empirique, qui est tout simplement une fréquence de Poisson. Okay. Donc ça, c'est les probabilités associées à une loi de Poisson. Et une loi de Poisson de paramètre quoi? On nous dit que le lambda, c'est la probabilité multipliée par n, à peu de choses près. Ici, j'avais lancé 100 pièces. Au niveau individuel, sur chacune des cellules, j'ai une chance sur 100 d'obtenir une pièce. Donc ici, j'avais du 1 sur 100. Et donc, j'ai très exactement une loi de Poisson de paramètre 1. Okay. Donc, j'ai ici les probabilités d'une loi de Poisson de paramètre 1 qui sont données. Et ce qu'on observe, c'est que c'est très très proche. Okay. Donc, la loi de Poisson marche très bien pour décrire des événements. Donc ici, pensez à un portefeuille d'assurance auto. Okay. Chaque individu, c'est une petite cellule. Okay. Je suis dans le cas où il y a une centaine d'accidents qui ont été observés sur une centaine de personnes. Donc, ça peut peut-être pas l'assurance auto, ce serait plutôt l'assurance maladie. Okay. Donc, le nombre de fois où les gens vont chez le docteur. Donc, une personne, elle a une chance sur 100. Plutôt, il y a une centaine de malades qui ont été observés. Okay. J'ai une centaine de patients dans mon portefeuille. Dans ces cas-là, on voit que pour les 2 tiers, en tout cas, soit ils n'y vont pas, soit ils vont une fois chez le médecin, et le reste se répartit ensuite dans la queue de la distribution. Okay. Donc, c'est cette loi de Poisson qui intervient, et elle a été utilisée en fait assez tôt. Alors, ça a été introduit par Poisson, donc c'est pour ça que je mets un grand P, c'est Siméon Poisson. Okay. Ça a été utilisé assez tôt par Bartkiewicz sur les accidents. Et en l'occurrence, c'était des accidents par ruade de cheval dans un corps d'armée. Okay. Donc, lui, ce qu'il avait observé, c'était
des nombres de personnes qui avaient des nombres de donc les corps d'armée qui avaient été victimes entre guillemets d'accidents. Okay. Donc il avait 200 corps d'armée. Ce qu'il avait observé, c'est qu'il y en avait 109 pour lesquels il n'y a eu aucun accident qui a été observé, 65 avec un accident observé, 22 avec 2 accidents observés. Et en fait, ça correspond de manière incroyablement précise à ce qu'on aurait eu avec une noix de poisson. Donc c'est ce que donne un peu le graphique qui est à droite, okay, qui est un graphique sur lequel je reviendrai peut-être un petit peu plus tard quand on fera des modèles, pour lesquels on a la fréquence empirique en point rouge et on a en bâton ce que donne la loi de Poisson théorique. Donc on est très très proche sur les deux. Okay, donc ça a été utilisé assez tôt sur les accidents et depuis, c'est utilisé énormément par les actuaires parce qu'effectivement, ça modélise très très bien les accidents. On verra à une petite condition près, c'est que les populations doivent être homogènes. Okay. Et l'idée de la régression de Poisson, c'est de dire qu'en fait, on n'est peut-être pas homogène. C'est qu'il y a peut-être des personnes pour lesquelles j'ai une loi de Poisson de paramètres différentes d'une autre population. Donc ça va être ça le but de la régression de Poisson, mais de manière générale, on peut dire que dans une population homogène, et ça va être le cas de l'exemple de Bortkiewicz avec les corps d'armée, c'est que les corps d'armée sont considérés comme étant homogènes, et donc c'est légitime de voir des lois de Poisson. Je vous remets juste un autre exemple, c'était un article sur les survenances d'ouragans qui touchaient la côte aux États-Unis. Donc on a cette petite base de données, donc on comptait combien d'ouragans étaient observés par année. Okay, donc je ne sais plus sur quelle période, on peut faire les calculs, c'est possible. Donc il y avait 30 années pour lesquelles il n'y a aucun ouragan qui avait touché la côte, 48 années pour lesquelles j'en avais un seul, 37 pour lesquelles j'en avais deux, 29 pour lesquelles j'en avais trois. Et ce qu'on peut observer, c'est que la loi de Poisson, elle marche relativement bien. D'accord. Donc là encore, la loi de Poisson marche bien pour modéliser des catastrophes rares, mais pas trop non plus. D'accord. Donc on a cette loi des petits nombres qui va être intéressante. Donc on va pouvoir l'exploiter abondamment par la suite. Donc le point de ces premiers slides, c'est de dire la loi de Poisson, elle marche dans plein de cas. Et ça doit valoir la peine d'essayer de voir si on ne peut pas faire une régression là-dessus. Avant d'arriver à la régression, je vais juste évoquer un autre point. C'est que la loi de Poisson, je vous rappelle sa formule. D'accord. Donc, bien sûr, il y a une petite faute de frappe, c'est Y ici. Donc, la probabilité d'observer Y, petit y événement, ça va être cette exponentielle de moins lambda puissance Y sur Y factoriel, okay, pour des Y entiers. Ça, c'est ma loi de Poisson. Donc, c'est une loi de Poisson. Donc, la loi de Poisson, elle a cette particularité d'avoir l'espérance qui est égale à la variance. Donc, ça, on va garder ça en mémoire parce que ça sera quelque chose de relativement important par la suite. C'est ce qu'on va appeler la notion d'équidispersion. Donc, ça nous donne une forme de variance qui est très particulière. Okay, c'est que il faut que la variance dans mon groupe soit égale à l'espérance dans mon groupe pour que globalement, je puisse m'attendre à avoir une loi de Poisson. Okay. Donc, je renvoie là aussi à toutes les lois de Sundt, les lois AB, ce genre de choses, pour lesquelles, quand on a une espérance qui est plus petite que la variance, peut-être qu'un modèle binomial serait plus intéressant. Si l'espérance est plus grande que la variance, peut-être qu'un modèle de loi binomiale négative serait mieux. Okay. Mais dans le cas où l'espérance est égale à la variance, la Poisson marche relativement bien. Donc, c'est ce qu'on appelle une certaine forme d'homogénéité dans notre portefeuille. Il faut que l'espérance soit égale à la variance, et dans ces cas-là, la Poisson marchera. Ok, donc ça, c'est la loi de Poisson. Le point sur lequel je vais arriver maintenant, c'est le fait qu'on a un peu mieux que cette loi de Poisson, c'est le processus de Poisson. Donc le processus de Poisson, là je renvoie plutôt à des cours de processus pour qui en parlent, donc c'est des processus à accroissement indépendant, pour lesquels les nombres de sauts qu'on va observer pendant une période suivent une loi de Poisson. Et le point qui est important dans cette formule, c'est que quand je m'intéresse à une période de durée H, le nombre de sauts que je pense observer sur mon processus de saut doit être proportionnel à H. Okay. Donc ça, c'est un point qui est important sur lequel je vais insister et on l'utilisera abondamment par la suite. C'est que quand on observe, et c'est ce qui va se passer quand on observera des données sur des populations éventuellement homogènes, mais qu'on n'observe pas forcément sur la même durée. Donc on peut imaginer observer des accidents, mais dans un cas, je repense à mes corps d'armée, il y en a que j'observe sur 1 an, puis il y en a que j'observe sur 10 ans, puis il y en a que j'observe sur 5 ans. Okay. Dans ces cas-là, on a cette propriété qui nous dit que si jamais les durées d'observation ne sont pas les mêmes, ce n'est pas forcément très très grave, essentiellement parce que le processus sous-jacent va être proportionnel à cette exposition. Donc par rapport à la durée pendant laquelle j'observe. Donc ça, on va le garder en mémoire parce que ce sera fondamental. Donc c'est vraiment ce que je raconte à la toute fin, c'est de dire, si jamais j'observe des fréquences annuelles,
Ok. Donc les fréquences annuelles, donc ça va être mes NI, donc j'aimerais bien pouvoir observer des gens pendant un an. Et pourquoi on en a besoin? C'est essentiellement qu'en assurance, quand on veut faire la tarification, on price des contrats annuels. Ok. Donc quand je vends une assurance auto, je vends une assurance qui va forcément marcher sur une période d'un an. Okay. Donc, il faut que je détermine entre le début de la période de couverture et la fin de la période de couverture combien est-ce que je vais avoir combien l'assuré va avoir de sinistres. Mais peut-être que dans ma base, il y a des personnes que j'aurais observé 5 ans, d'autres que j'aurais observé 6 mois, d'autres que j'aurais observé 1 an et demi. Okay. Donc, j'ai besoin d'utiliser les données que j'observe. Donc, les données que j'observe, c'est mes YI. Donc, ça, c'est ce qui va être observé dans ma base. Et éventuellement, je ne les observe pas pendant la même durée. Mais la force du modèle de ce processus de Poisson, c'est qu'on sait que si le processus de Poisson marche, donc je suppose que l'hypothèse de processus de Poisson homogène est valide, dans ces cas-là, je sais que ce que j'observe devrait suivre notre Poisson de paramètre lambda multiplié par la durée. Okay. Et le paramètre lambda, c'est très exactement celui qui va intervenir dans cette fréquence annuelle. Donc en fait, si jamais je pars du fait que ma prime d'assurance doit être proportionnelle à l'espérance de ma sinistralité, dans ces cas-là, c'est vraiment le lambda qui va m'intéresser. Et le lambda, il apparaît comme étant ce par quoi on multiplie l'exposition quand on veut écrire un processus de Poisson. Okay. Ça paraît être un peu exotique présenté ici, mais encore une fois, quand je le ferai par la suite, on verra que c'est important, surtout que dans beaucoup de modèles, les durées pendant lesquelles on observe ne sont pas forcément identiques pour tous. Et en tout cas, on n'est pas obligé de se restreindre à des choses qu'on aura observées uniquement pendant un an quand on veut faire des prévisions sur un an. Et c'est la force de ce modèle de Poisson. Okay. Donc, comment est-ce que je fais de l'inférence? Là aussi, je copie un petit peu ce que j'avais fait dans ma série de slides numéro 1, où j'avais commencé par faire la présentation des modèles Bernoulli, binomiaux, multinomiaux, puis de revenir sur l'inférence avant de parler de la régression. Donc là, je reviens sur le modèle classique de Poisson. Okay. Donc j'ai des données YI, okay, donc que je suppose comme étant toutes tirées de variables grand YI qui suivaient de l'autre Poisson et qui sont IID. Okay. Donc le fait qu'elles soient IID, donc encore une fois, dans ce cours, on se limite à des données qui sont considérées comme étant indépendantes. Okay. Donc le fait qu'elles soient indépendantes fait que ma vraisemblance peut s'écrire comme un produit de mes probabilités individuelles. Okay. Donc j'ai mes probabilités individuelles d'avoir YI, petit YI accident. Okay. Et là, je remplace tout simplement cette probabilité par ce que donne ma loi de Poisson, c'est-à-dire l'exponentielle de moins lambda, lambda puissance YI sur YI factoriel. Okay. Donc ma vraisemblance, elle est toute simple à écrire. Et encore une fois, je suppose que j'ai le même lambda derrière. Donc comme j'ai le même lambda, c'est relativement simple. J'ai une fonction qui devient une fonction de lambda. Okay. Donc je pars sur non plus ma vraisemblance, mais sur ma log vraisemblance. Donc je prends le logarithme de cette fonction-là, donc je récupère tout simplement cette écriture-là. Et quand j'écris ma condition du premier ordre, c'est que ma dérivée de ma log vraisemblance doit être égale à 0. Ma dérivée de ma log vraisemblance, c'est moins n plus 1 sur n, la somme des YI. Okay, ce qui veut dire qu'elle est nulle si et seulement si mon lambda chapeau, comme par hasard, on tombe sur Y bar. Donc on obtient le fait que lambda chapeau, l'estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre lambda du mode Poisson, correspond très exactement à la fréquence empirique que j'observe dans mes données. Donc à la fréquence, à ma moyenne empirique que j'observe dans mes données. Okay. Donc pas de grosse surprise ici, d'accord. Je peux aller un tout petit peu plus loin là encore, parce que ce qui va nous intéresser, c'est pas juste de faire de l'estimation ponctuelle, mais ça va être de faire des tests et de faire des intervalles de confiance. Donc ce qu'on peut noter déjà, c'est que je peux calculer assez facilement ma dérivée seconde. Alors ma dérivée seconde, elle peut, alors pour ceux qui sont un peu pointilleux sur les problèmes d'optimisation, moi dans tous les exemples que j'aborde, je me contente de vous dire, quand on a la log vraisemblance, on va chercher la condition du premier ordre. Quand on tombe sur une valeur, c'est que c'est le maximum. Okay. On peut vérifier que c'est effectivement un maximum. D'accord. Je ne le vérifie jamais parce qu'en fait, dans tous les exemples qu'on va aborder, on tombera sur le maximum. Il y aura une seule valeur pour laquelle la dérivée s'annule et ce sera le maximum. Okay. On peut noter que le maximum de la vraisemblance, au maximum de la vraisemblance, la dérivée est négative, mais en fait, cette fonction, elle est même négative tout le temps. Donc, en fait, on a une fonction qui est concave. Donc, ça, c'est juste idéal quand on veut faire de l'optimisation. On a une belle fonction concave. Il y a un seul endroit où la dérivée va s'annuler, ce sera le maximum. Voilà. Donc, c'est relativement intéressant. Puis, ça coïncide avec ce que je raconte depuis le début. Lambda chapeau et le maximum de la vraisemblance. Ce n'est pas juste un optimum, c'est bien le maximum. Mais le point, c'est que cette dérivée seconde, elle me sert pour récupérer l'information de Fisher. Donc l'information de Fisher, je vous rappelle, c'est moins l'espérance de la dérivée seconde de ma densité. D'accord. Donc je le fais pour une observation. Okay. Si vous voulez, vous pouvez le faire sur plusieurs. Donc ici, je le fais sur mes densités, ici, je le fais sur mes vraisemblances. Okay. Mon information de Fisher pour une observation, c'est 1 sur lambda.
L'information de Fisher pour n observations, c'est n sur lambda. Okay, et donc, à partir de là, on peut maintenant invoquer notre théorème magique de stats sur le maximum de vraisemblance qui nous dit que racine carrée de n, j'ai un lambda chapeau en trop, de lambda chapeau moins lambda va tendre vers une loi normale centrée sur 0, dont la variance asymptotique est précisément l'inverse de l'information de Fisher. Donc c'est cette grandeur-là qui apparaît ici, puisque j'ai du 1 moins 1 de lambda. Okay, donc on retrouve quelque chose, mais là, il n'y a pas non plus de surprise. Et je ne vais pas refaire le même slide que celui que j'avais fait dans mon slide numéro 1 sur le Haute-Bernoulli. C'est ce que nous aurait raconté le théorème central limite. Okay, si jamais je prenais du théorème central limite, j'aurais du y chapeau moins l'espérance de x. Okay, donc x, ça suit ici de loi de Poisson, donc l'espérance, c'est bien le paramètre de ma loi de Poisson. J'ai ma racine carrée de n, la racine carrée de la variance. Okay, donc la racine carrée de ma variance, ça me fait bien du racine de lambda. Okay, donc j'ai bien que lambda chapeau moins x bar sur la racine, moins lambda, c'est plutôt dans l'autre sens. La vraie valeur de lambda, ici et ici, je récupère la racine carrée de lambda, doit tendre vers une loi n01. Et donc, je multiplie par racine carrée de lambda ma loi normale n01, ce qui veut dire que je récupère une variance qui est lambda. Okay, donc, on a bien cette formule-là qui va être la formule magique qu'on va exploiter abondamment par la suite. Donc, on a un intervalle de confiance, si on veut, sur le lambda chapeau, enfin sur le lambda, pardon, construit à partir du lambda chapeau. Okay, à condition d'avoir quand même suffisamment d'observations. C'est qu'encore une fois, tout ce qu'on fait va être en asymptotique. D'accord. Donc ça, c'est ce que je peux faire si jamais je fais du maximum de vraisemblance. Donc là, il n'y a pas non plus de surprise. Là où je vais aller un tout petit peu plus loin, c'est que je peux faire la même chose, mais dans le cadre de notre processus de Poisson. Donc supposons maintenant que j'ai des expositions différentes. Donc supposons que j'observe des YI, mais je les observe pour des durées potentiellement différentes. Okay, donc il y a des personnes qui ont eu 2 accidents, mais que j'ai observé pendant 5 ans. Puis il y a des personnes qui ont eu 0 accident, mais que j'ai observé pendant 6 mois. Puis j'ai une autre personne qui a eu 13 accidents que j'ai observé pendant 50 ans. Okay, donc j'ai toutes sortes de personnes avec toutes sortes d'expositions. Mais l'observation est connue. L'exposition est connue. Donc le E est une donnée que j'observe. D'accord, donc ça fait partie de mes données. Okay, dans ces cas-là, je suppose quand même que j'ai un paramètre lambda, et lambda, c'est ce que j'aurai sur une exposition de 1. D'accord, donc c'est vraiment l'idée du processus de Poisson, c'est de dire mon lambda correspond à une exposition de durée 1, et mon exposition peut être plus ou moins courte. Okay. Donc si jamais je reviens sur mon écriture de mon processus de Poisson, donc je disais que YI, c'est une loi de Poisson de paramètre lambda fois EI. Donc en fait, c'est exactement la même chose que tantôt, sauf que mon lambda, je le transforme en lambda EI. Okay, donc je récupère cette formule-là pour ma vraisemblance. Donc toujours pareil, j'écris ma log vraisemblance, je dérive ma log vraisemblance par rapport à lambda et je récupère cette condition-là. Donc ma condition du premier ordre va me dire que moins la somme de mes expositions, plus 1 sur lambda, la somme de ce que j'observe, il n'y a pas de i ici, va être égal à 0. Et donc quand j'essaie de simplifier ça, donc pour trouver pour quelle valeur de lambda cette dérivée première est égale à 0, je récupère cette formule-là, qui me dit que lambda chapeau, c'est jamais que la somme des YI sur la somme des EI. Okay, donc en gros, je suis juste en train de dire que pour trouver mon lambda chapeau, je regarde combien de sinistres j'ai observé en tout. Donc je somme tous mes Y, okay, et je divise par la somme de mes expositions. D'accord. Alors ça, c'est équivalent à travailler en données annualisées. Okay, donc j'ai le droit de me dire, quelqu'un que j'ai observé pendant 5 ans et qui a eu 2 sinistres, c'est comme s'il avait eu 2/5 de sinistres pendant chacune des années. Okay, donc je peux faire une moyenne pondérée de mes observations annualisées. Et ce qu'on voit, c'est que les poids doivent être proportionnels à mes expositions. Donc, quelqu'un qui a observé pendant 5 ans, je peux prendre sa moyenne annualisée, donc en divisant mes 2 par 5, mais je vais mettre un poids de 5, en tout cas proportionnel à 5, pour cet individu-là. En tout cas, il devrait avoir un poids 5 fois plus important que quelqu'un qui a eu un seul accident sur 1 an et que j'observe une seule fois. Okay, donc, on voit qu'on a quelque chose d'intéressant qui commence à faire apparaître des notions de poids. Et ça, on le verra, on rediscutera un petit peu de ce point-là quand on fera les modèles GLM. Ok, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur l'introduction des modèles de Poisson, puis la prochaine fois, on commencera la régression de Poisson.